J'ai ouvert la porte de mon appartement et j'ai compris que mon mariage de 7 ans venait de se terminer. Il n'y a pas eu de cris, pas de drame, juste le son d'un clic de serrure et le silence qui a suivi. J'avais 36 ans, une carrière de directrice commerciale qui me faisait voyager à travers l'Europe et une vie que je croyais aussi bien organisée qu'une feuille de calcul. Thomas, mon mari, était graphiste freelance. Sa présence constante à la maison était pour moi un point d'ancrage. Je le pensais prévisible, stable. Il était tout le contraire. Il était simplement discret. Je suis rentrée de Berlin un mercredi avec 24 heures d'avance. L'idée était simple, le surprendre, ouvrir cette bouteille de Saint-Pilion que nous gardions pour une occasion spéciale, célébrer le rien, la routine. Avant même de mettre la clé dans la serrure, j'ai entendu la musique, ma playlist. Un sourire a commencé à se former sur mon visage. La porte s'est ouverte sur une scène parfaitement composée. Lumière tamisée, la bouteille de notre 7e anniversaire sur la table basse, 2 verres à moitié pleins. Et sur le canapé, levant vers moi un regard simplement étonné, se trouvait Manon, la voisine du dessus. Mon cerveau n'a pas enregistré la trahison. Il a enregistré la logistique. Les verres, le vin, l'appartement rangé. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan dans lequel je n'étais pas incluse. Quelque chose s'est brisé en moi, froidement, sans un bruit. Je ne suis pas partie, pas cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis rentrée dans mon propre appartement, comme une étrangère. Thomas était là, assis sur le bord du lit, l'air d'un enfant pris en faute. Il attendait les cris, les larmes, le drame. Je ne lui ai rien donné de tout ça. Ma voix était neutre. J'ai besoin de temps. On ne change rien pour l'instant. C'était un ordre, pas une trêve. Et il a obéi. La normalité est devenue mon laboratoire. Je continuais mes voyages, mes visioconférences depuis le bureau à la maison. Mais j'écoutais. Chaque conversation trop forte, chaque rire partagé dans le salon pendant que je travaillais. Manon ne se cachait plus. Elle montait, non pas comme une voisine, mais comme si elle rentrait chez elle. Elle utilisait ma machine à café, commentant la qualité des capsules que j'avais achetées. Je l'ai observée un jour prendre mon plaid en cachemire, celui que je gardais sur le canapé, et s'enrouler dedans avec un soupir de contentement. Thomas est devenu imprudent, confiant dans mon silence. Il a commencé à utiliser notre compte commun pour des dépenses qui n'avaient aucun sens. Un dîner dans un restaurant cher où je n'étais pas allée. L'abonnement à un service de streaming que nous n'avions jamais discuté. Je n'ai rien dit. J'ai simplement commencé à tout documenter. Chaque ticket, chaque notification de la banque. Je prenais des captures d'écran, les classant dans un dossier secret sur mon ordinateur. Mon chagrin s'était transformé en une procédure froide. Le pire a été la voiture. Ma voiture payée avec mes primes. Il a commencé à la prendre pour des rendez-vous professionnels. Un jour, en ouvrant la boîte à gants pour chercher un stylo, j'ai trouvé une paire de lunettes de soleil qui n'étaient pas les miennes. Elles étaient posées là, tranquillement. La preuve que mon espace, mes biens, n'étaient plus qu'une ressource partagée dont je n'avais pas le contrôle. Je les ai prises, je les ai regardées et je les ai remises exactement à leur place. Ils ne se sont rendus compte de rien. Le point de rupture n'a pas été un cri, mais un chuchotement. C'était un dimanche. Je préparais le repas, un de ces rituels mécaniques qui me permettaient de ne pas penser. Thomas et Manon étaient à table, dans la cuisine, juste derrière moi. Ils parlaient de leur avenir, comme si j'étais déjà une simple clause dans un contrat. Leur voix était basse, mais chaque mot était une déflagration. Manon se plaignait du bruit de ses propres voisins. « Bientôt, tu n'auras plus à supporter ça, » lui a dit Thomas. « On aura tout cet espace pour nous. Il faut juste être patient avec elle. » Il parlait de moi, de sa femme. J'ai continué à couper les légumes, le couteau heurtant la planche à un rythme régulier. Puis Manon a ajouté la phrase qui a tout scellé. « Et le chalet, tu penses qu'elle sera raisonnable pour le chalet de ses parents ?» Il ne parlait plus de me quitter. Il parlait de me dépouiller. Mon téléphone a vibré sur le plan de travail. C'était le rappel pour le paiement des charges de la copropriété.
J'ai déverrouillé l'écran, ouvert l'application de la banque et validé le paiement sous leurs yeux. Ils se sont tus. J'ai levé la tête, je les ai regardés et j'ai eu le plus petit des sourires. Et c'est là que j'ai besoin que vous vous abonniez à la chaîne, parce que ce que j'ai fait ensuite était légalement impeccable et moralement dévastateur. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette histoire. Ils sont partis peu de temps après. La porte s'est refermée sur un silence si lourd qu'il semblait avoir une présence physique. Je suis restée debout dans la cuisine, le couteau encore à la main, le regard fixé sur la planche à découper où les légumes attendaient une cuisson qui n'aurait jamais lieu. Sur la table du salon, un dossier en carton était posé, bien en évidence, un document que Thomas avait préparé pour que je le signe. Une simple formalité, disait-il, pour la gestion du chalet. Leur voix flottait encore dans l'air. Il faut juste être patient avec elle. La patience, comme on en aurait pour un animal blessé ou un enfant difficile. Et puis la phrase de Manon, celle qui avait fait basculer le monde. Tu penses qu'elle sera raisonnable pour le chalet de ses parents? Raisonnable. Ce mot a résonné en moi, encore et encore. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Être raisonnable, c'était accepter, céder, disparaître sans faire de vagues. Ma bonté n'était pas une qualité, c'était leur autorisation. J'ai marché jusqu'à la table, j'ai ouvert le dossier. C'était un accord de cession de parts, rédigé dans un jargon qui se voulait rassurant. Ils voulaient que je leur cède la gestion et, à terme, la propriété, en échange d'une somme dérisoire. J'ai pris le stylo posé juste à côté, mon propre stylo. Ma main a tremblé en l'approchant du papier. Une partie de moi, la femme de ces 7 dernières années, voulait simplement signer, mettre fin à la douleur, être raisonnable. Et puis une image m'est revenue, nette et cruelle. Ce n'était pas la grande trahison sur le canapé. C'était un détail, quelques semaines plus tôt. J'étais rentrée, fatiguée, et j'avais trouvé Manon seule dans le salon, enroulée dans mon plaid en cachemire, celui que ma grand-mère m'avait offert. Elle ne m'avait même pas regardée, trop absorbée par son téléphone, soupirant de contentement dans la chaleur de mon bien le plus intime. Elle ne l'avait pas volé. Elle se l'était approprié, comme tout le reste, comme si tout lui était dû. Le tremblement de ma main a cessé. J'ai laissé le stylo et leurs documents sur la table. Je suis allée dans mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur. L'écran a projeté une lumière froide sur mon visage. Dans le silence de l'appartement, chaque clic de la souris était une détonation. J'ai ouvert un autre dossier, celui que ma sœur, l'avocate, m'avait préparé il y a des mois. Juste au cas où, avait-elle dit. J'ai imprimé les documents, demande de divorce pour faute, ordonnance de protection m'attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal, qui était à mon nom seul, blocage du compte joint. Je suis revenue à la table du salon, j'ai poussé leur dossier sur le côté, et j'ai signé. Chaque paraphe était net, chaque signature était un coup de marteau. J'ai tout scanné, j'ai ouvert ma messagerie, j'ai rédigé un nouvel email. Destinataire, Thomas, en copie, Sophie. L'objet était simple. Notification. J'ai cliqué sur envoyer. Le son du clic a été à peine audible. Mais dans l'appartement vide, il était le bruit le plus assourdissant du monde. Le point de non-retour venait d'être franchi. J'étais seule. Et pour la première fois, le silence m'appartenait. Le lendemain matin, le réveil a été brutalement silencieux. Aucune angoisse, aucune tristesse. Juste une clarté glaciale, comme si le monde avait été remis à zéro pendant la nuit. Le poids de la décision prise dans le secret n'était pas lourd. Il était solide, un lest qui m'empêchait de dériver. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus une victime en attente. J'étais un prédateur qui avait posé ses pièges. Je suis entrée dans la cuisine. Ils étaient là, attablés, buvant mon café dans mes tasses. Thomas m'a adressé un sourire mielleux, un de ceux qu'on réserve aux malades et aux enfants. Bien dormi? Sa voix était douce, faussement inquiète. Il s'attendait à des cernes, à des yeux rouges. Il n'a vu que mon calme, un calme qu'il a pris pour de la résignation. Manon, elle, a eu l'audace de me demander si je voulais un croissant, comme si nous étions de vieilles amies partageant un petit déjeuner dominical. J'ai refusé d'un signe de tête. Je me suis servi un café noir. La chaleur de la tasse dans mes mains était la seule chose réelle. Il parlait
de leur week-end, de projets pour le chalet de mes parents. Ils le conjuguaient déjà au présent de leur vie future. Je les écoutais et je ne ressentais rien, juste une distance infinie. Les jours qui ont suivi ont été un ballet surréaliste. Je vivais avec 2 fantômes qui ne savaient pas encore qu'ils étaient morts. Chaque minute passée sous ce toit était une performance. Je continuais ma routine, mes appels professionnels, mes rapports. Je souriais quand il le fallait. Je hochais la tête. Je jouais mon rôle à la perfection. La femme, brisée, mais raisonnable. Thomas était devenu prévenant, presque attentionné. Il me rapportait des fleurs, me demandait comment s'était passée ma journée. Il essayait de gérer les conséquences, de s'assurer une sortie en douceur. Il me croyait neutralisée. Le plus difficile n'était pas de mentir, c'était de ne pas éclater de rire. Il faisait des plans avec un argent qui était déjà bloqué, dans un appartement d'où ils allaient être expulsés. Manon a osé me montrer des échantillons de couleurs pour le mur du salon. Tu ne trouves pas que ce vert amande apporterait de la lumière? J'ai évité son regard, fixant le mur comme si j'y voyais vraiment un avenir. Je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. Elle y aurait vu mon triomphe. Le paroxysme a été atteint un soir. Nous dînions tous les 3, un de ces repas tendus où le bruit des couverts sur les assiettes remplace la conversation. Thomas, après avoir bu une gorgée de vin, a soupiré avec un contentement théâtral. Il a posé sa main sur celle de Manon. Bientôt, tout ça sera derrière nous. Je vais enfin avoir la vie que je mérite. Mon cœur n'a pas raté un battement. J'ai levé les yeux de mon assiette, lentement. J'ai soutenu son regard arrogant et j'ai eu le plus petit des sourires. Oui, ai-je dit, et ma voix était parfaitement neutre. Tu vas avoir exactement la vie que tu mérites. Il a pris mon sourire pour une bénédiction. C'était une condamnation. Le dîner chez nos amis a été la première épreuve du feu. Un couple que nous connaissions depuis des années, dans leur appartement lumineux, où les rires semblaient toujours un peu trop forts. J'étais assise sur leur canapé, un verre de vin à la main, jouant le rôle de la femme qui se remet doucement d'un choc. Thomas était parfait dans son rôle de mari dévoué, la main posée dans mon dos, me demandant toutes les 5 minutes si j'avais besoin de quelque chose. Manon était là aussi, invitée en tant que nouvelle amie du couple. Elle rayonnait, il formait un tableau parfait d'arrogance et d'impunité. Au milieu du repas, entre le fromage et le dessert, Thomas a levé son verre. À l'avenir, a-t-il dit en me regardant avec une tendresse feinte. Puis à moi se tournant vers nos amis, il a ajouté. On a de grands projets, notamment pour le chalet. Chloé est incroyablement raisonnable. Je sentais tous les regards sur moi. J'ai souri, un simple mouvement des lèvres. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau en cage. D'ailleurs, chérie, a-t-il continué, le coup de grâce. Tu as pensé à signer le document de cession? Il faut qu'on le dépose chez le notaire la semaine prochaine. Le silence a duré 1 seconde. Une éternité. Le notaire. Mon notaire. Celui qui avait reçu une copie de la demande de divorce la veille. J'ai posé mon verre, lentement. J'ai eu une semaine si intense. Je n'ai pas eu 1 minute. Je m'en occupe ce week-end, c'est promis. Le mot promis est sorti sans effort. C'était un mensonge si pur qu'il en devenait presque une vérité. Il m'a souri, satisfait. Le danger était passé pour l'instant. Mais en le regardant trinquer avec Manon, j'ai compris que ma patience n'était pas une faiblesse, c'était une arme. Et elle était chargée. Le vrai danger est venu 3 jours plus tard. J'étais dans mon bureau, la porte entr'ouverte, en train de finaliser par email les derniers détails avec Sophie, ma sœur. L'objet de l'email était stratégie jour J. Sur mon écran, la liste des actions était claire. Signification par huissier, blocage des comptes, changement des serrures. Soudain, Thomas est entré sans frapper. Mon corps s'est glacé, mais mes mains ont obéi. Alt, push tab. L'écran a basculé sur une feuille de calcul sans intérêt, un rapport de vente que je connaissais par cœur. Il ne semblait pas avoir remarqué. Il était agité, cherchant quelque chose. Tu n'aurais pas vu mon carnet noir? Sa voix était irritée. J'ai secoué la tête, gardant mes yeux fixés sur l'écran, comme si j'étais profondément concentrée.
Non, regarde dans le salon. Il a ignoré ma suggestion et a commencé à fouiller le bureau. Mon bureau, mon espace. Il a ouvert un tiroir, puis un autre. Mon souffle s'est bloqué. Le troisième tiroir contenait une chemise cartonnée avec la mention personnelle. À l'intérieur, les copies papier de l'assignation. Sa main s'est approchée de la poignée. Chaque seconde était un supplice. Je devais l'arrêter. Je crois l'avoir vu sur la console dans l'entrée, sous le courrier, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Il s'est arrêté, il a hésité, puis il a haussé les épaules et a quitté la pièce. Je suis restée immobile, les mains crispées sur mon clavier. J'ai entendu ses pas s'éloigner, puis un ah, le voilà. J'ai fermé les yeux, expirant un air que je ne savais même pas retenir. J'habitais un champ de mine. Chaque pas était un risque, mais la pensée de son visage, du visage de Manon, quand il lirait le nom de l'huissier sur l'interphone, ce plaisir froid et pur était plus fort que la peur. C'était le carburant qui me faisait tenir. La chute serait magnifique. Le déclic s'est produit un mardi matin. Thomas était devant son ordinateur, plus silencieux que d'habitude. Je l'entendais taper, s'arrêter, puis taper de nouveau, plus frénétiquement. Soudain, un bruit sec, le son de sa souris heurtant le bureau. Putain, a-t-il murmuré. Je suis restée dans le couloir, le cœur battant à un rythme lent et lourd. Je savais ce qui se passait, le week-end romantique qu'il prévoyait avec Manon, probablement payé avec l'argent qu'il pensait être le nôtre. La carte venait d'être refusée. Je l'ai entendu se lever, ses pas lourds sur le parquet. Il est apparu dans l'encadrement de la porte de mon bureau. Son visage n'était plus mielleux. Il était tendu, les sourcils froncés. Chloé, il y a un problème avec le compte joint. Je n'arrive pas à me connecter. Sa voix était plate, suspicieuse. J'ai levé les yeux de mon écran, feignant une vague surprise. Ah bon, c'est étrange. Mon calme était une provocation. Il le sentait. Tu as changé le mot de passe? La question était une accusation directe. J'ai soutenu son regard sans ciller. Mon corps était parcouru d'une vague de glace, mais mon visage était resté impassible. Non. Pourquoi aurais-je fait ça? La banque a dû le bloquer. J'ai reçu une alerte de sécurité hier, une tentative de connexion depuis un appareil non reconnu. Je devais les appeler. C'était un mensonge parfait, vraisemblable. Qui me donnait le beau rôle, celui de la gardienne vigilante? Il m'a scruté, cherchant la faille. Il n'a rien trouvé. Un appareil non reconnu? A-t-il répété, et j'ai vu la peur traverser son regard. La peur que quelqu'un d'autre soit au courant. Il a hoché la tête, lentement, et il est reparti. Mais le doute était planté. La graine du chaos venait de germer. L'atmosphère est devenue irrespirable. Chaque repas était une guerre froide. Leur chuchotement s'arrêtait net dès que j'entrais dans une pièce. Manon ne me regardait plus. Elle observait mes mains, mes gestes, comme si elle s'attendait à y voir un poignard. Un soir, elle a craqué. J'étais dans la cuisine en train de ranger le lave-vaisselle. Thomas était sorti. Tu joues à quoi, Chloé? Sa voix était un sifflement. Je n'ai pas tourné la tête. Je ne joue pas, je vis ici. La simplicité de ma réponse l'a déstabilisé. Tout ça, ce calme, ce silence. Tu prépares quelque chose. On n'est pas stupide. J'ai fermé la porte du lave-vaisselle, doucement. Je me suis retournée pour lui faire face. Pour la première fois, j'ai laissé mon masque se fissurer. Juste un peu. Assez pour qu'elle voie la froideur en dessous. Toi et Thomas, vous avez eu 11 mois pour préparer votre avenir. Laisse-moi quelques jours pour organiser le mien. Son visage a pâli, le chiffre. 11. Elle a compris que je savais tout. C'est à ce moment que la sonnette a retenti. Un coup bref, impérieux. Nous nous sommes figés toutes les deux. Thomas est rentré au même instant. Il a jeté ses clés sur la console, le visage fermé. La sonnette a retenti de nouveau, plus insistante. Tu attends quelqu'un? A-t-il lancé, le regard noir. J'ai secoué la tête. Il a marché jusqu'à l'interphone, a appuyé sur le bouton d'un geste rageur. Une voix d'homme, nette et sans émotion, a empli le silence de l'appartement. Huissier de justice, pour monsieur Thomas Lambert. Remise d'acte en main propre. Le nom n'était même pas le bon, mais l'effet était là.
Thomas s'est tourné vers moi, lentement. Toute l'arrogance avait quitté son visage. Il ne restait qu'une incrédulité blafarde. Il a compris, tout compris. La patience, le chalet, le sourire. C'était terminé. La tempête venait de frapper à sa porte, et c'était moi qui l'avais déchaînée. Je suis dans la chambre. Je me suis enfermée à clé il y a 3 minutes, ou peut-être 1 heure. Le temps n'a plus de sens. De l'autre côté de la porte, c'est l'apocalypse. J'entends sa voix, celle de Thomas, brisée par l'incrédulité. Puis des éclats, la voix de Manon, stridente, qui l'accuse, qui m'accuse. Le bruit d'un objet lourd qui heurte un mur, le son d'un verre qui se brise. C'est la bande-son de ma victoire. Alors pourquoi mes mains tremblent-elles à ce point? Mon téléphone vibre sur la couette, encore et encore. L'écran s'allume. Thomas. Il n'appelle pas, il n'ose pas. Il envoie des messages, des phrases hachées, pleines de fureur et de panique. Ouvre cette porte. Comment as-tu pu? Tu détruis tout. C'est moi qui détruis tout, moi. Je regarde son nom clignoter sur l'écran et je ne ressens rien d'autre qu'un vide glacial. J'ai gagné, la partie est terminée, mais personne ne m'avait prévenu que la victoire ressemblerait à ça, à du verre pilé sous les pieds et à des hurlements dans mon propre salon. Et c'est là que je vous regarde, vous, à travers ce petit écran. Je ne sais même plus pourquoi je vous parle. Peut-être parce que le silence est encore plus terrifiant que leurs cris. Dites-moi, qu'auriez-vous fait? Est-ce que la justice a ce goût-là, celui de la peur? Mon doigt est sur la poignée de la porte. Si j'ouvre, je dois leur faire face. Si je n'ouvre pas, je les laisse détruire le peu qui reste. Son téléphone sonne maintenant. C'est sa mère, il va tout lui raconter. Sa version de l'histoire. Et moi, je serai le monstre. Je dois répondre ou je dois rester caché. Dites-moi quoi faire, je vous en supplie, dites-le moi dans les commentaires. Je ne sais plus.